Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Codaléa. Aujourd'hui, on va faire le point lecture, j'ai dit un point série, le point lecture du mois de mars. Oui, du mois de mars, ici sur mon canapé. Il va y avoir quand même beaucoup de choses, donc je vais pas trop perdre de temps. Ce mois de mars a été assez prolifique au niveau lecture, j'en suis moi-même la première étonnée. Il y aura tout d'abord Midnight, le fantôme près du lac de Christelle Le Bailly, et ceci est une autopublication. Ensuite, je vous parlerai de la trilogie des gemmes de Kirsten Gear, si je dis pas de bêtises. Donc rouge rubis, bleu saphir et vert émeraude. Je vous parlerai de la BD Les Artilleuses, le vol de la sigillaire de Pierre Pevel et Willem, et vous pouvez trouver ça aux éditions Dracou. Et pour finir, je vais vous parler de deux bouquins que je suis encore en train de lire, et le guide steampunk de Étienne Barillet et Arthur Morgan, c'est aux éditions Helios. Voilà, maintenant sans plus tarder, je vais vous parler de tout ça. Et je vais commencer par le premier bouquin donc, que j'ai terminé assez rapidement au début du mois de mars. Il s'agit de Midnight et c'est de Christelle Le Bailly et c'est une autopublication. Christelle Le Bailly, vous en avez peut-être entendu parler si vous traînez autour de mes vidéos. C'est une jeune autrice donc qui fait aussi des vidéos YouTube que vous pourrez retrouver donc sa chaîne ici en barre d'infos. C'est une chaîne que je suis de manière assez assidue parce que j'aime beaucoup le format de ses vidéos, j'aime beaucoup la façon dont elle parle de l'écriture, ses tips, etc. Et c'est pour moi aussi une façon de rester un petit peu sharp et toujours motivé et toujours avoir un pied en fait dans l'écriture, avoir un pied de mon cerveau dans l'écriture pour ainsi dire. Mais elle ne fait pas que des vidéos sur l'écriture puisqu'elle écrit aussi des bouquins et Midnight en fait est son troisième roman. Donc elle a sorti Lula et les monstres qui je crois est un jeunesse que je n'ai pas lu. Il y a eu L'Expiation aussi qui est sorti que j'ai acheté après avoir lu Midnight. Et donc il y a Midnight, un nouveau roman qui est normalement le premier tome d'une série. Je ne sais pas si c'est une duologie, une trilogie, en tout cas c'est le premier tome d'une série. La suite n'est pas encore sortie, mais je sais qu'elle va bientôt travailler dessus. Donc Midnight est un roman fantastique young adulte qui se passe dans la petite ville de Midnight. Et il se trouve que depuis des jours, des semaines, il pleut à verse, on est à la limite de l'inondation, et limite c'est la grande crue, et toute la ville essaye de se protéger donc de cette crue et de ces inondations comme ils peuvent. Mais il se passe des choses assez bizarres dans la petite ville de Midnight puisqu'il y a des gens qui meurent, qui disparaissent, sans forcément que les habitants s'en rendent compte. Et donc nous suivons dans cette ambiance-là une jeune lycéenne qui s'appelle Joaline, qui dès le début du roman est décrite comme quelqu'un de pas très sympa, assez superficiel, vraiment le genre de garce du lycée que vous aimez pas trop. Mais il va lui arriver une tuile puisque au début du roman, eh bien, Joaline va mourir. Joaline va donc mourir et devenir un fantôme, et elle va à partir de là essayer de découvrir un petit peu les mystères qui entourent Midnight. Voilà, je n'en dis pas plus. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Ceux qui suivent cette chaîne et peut-être ont suivi un petit peu mes précédents points lecture les années précédentes, savent peut-être que j'ai un petit peu une ambivalence par rapport à tout ce qui est auto-édité, auto-publié, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses que j'ai lues qui n'étaient pas de très bonne qualité. Au mieux, j'ai pas trop adhéré, au pire, il y en a certains qui manquaient vraiment de tout, sur le fond, sur la forme, avec des fautes d'orthographe, avec des... Enfin, bref, c'était pas très bon. Du coup, je me suis toujours un petit peu plus méfiée de... Voilà, quand un auteur ou une autrice me proposait leur roman auto-publié, auto-édité, j'avais toujours cette impression que ça pouvait être quelque chose justement qui n'avait pas été assez retravaillé et qui du coup était peut-être sorti et publié un peu trop prématurément et qui pouvait manquer de travail sur le fond et sur la forme. Et en fait, il se trouve que Midnight m'a un petit peu réconcilié avec l'autopublication et m'a aussi du coup prouvé que ça pouvait être de très bonne qualité. Alors ce n'est que mon expérience personnelle, je ne veux pas du tout dire que tous les romans auto-publiés ou auto-édités sont vraiment à jeter, c'est pas du tout ça que je veux dire, c'est que moi, ceux que j'ai lus, ceux qu'on m'a proposés et ceux que j'ai lus, puisque je n'ai pas toujours dit oui, ont toujours... enfin, moi j'ai toujours eu quelques soucis pour rentrer dedans au minimum ou pour apprécier tout simplement. Là j'ai trouvé un roman qui était assez
bien travaillé, où il n'y avait pas de faute d'orthographe, Dieu merci, avec une intrigue qui se tenait, avec des personnages qui se tenaient, qui sont devenus attachants, puisque comme je vous disais, Joaline, elle part avec un grand handicap au niveau empathie et sympathie pour le personnage, et en fait, au fur et à mesure, on se prend de l'affection pour elle, malgré toutes ces imperfections. Et il y a vraiment des choses que j'ai découvertes dedans et qui m'ont vraiment fait apprécier ma lecture. Je l'ai lu extrêmement rapidement et ça a été vraiment une belle découverte pour moi, et aussi la découverte de la plume de Christelle de Bailly, et qui m'a donné du coup envie de lire évidemment la suite quand elle sortira, la suite de Midnight, mais aussi envie de découvrir L'Expiation, puisque donc c'est son deuxième roman, donc c'est le roman d'avant Midnight que j'ai donc acheté et que je lirai un petit peu plus tard. Donc bravo à Christelle déjà pour cette performance, parce que me redonner confiance en l'autopublication c'était pas donné, mais donc bravo à Christelle, et je conseille donc à tous ceux qui aiment bien voilà le fantastique autour d'ados, à tous ceux qui aiment le young adulte bien ficelé, à tous ceux qui aiment le fantastique avec des créatures, je vais pas trop en dire, mais avec des créatures qu'on aime suivre, etc. Je conseille fortement ce bouquin qui se lit très très bien. Maintenant, je vais vous parler d'une BD. Il s'agit de cette BD-ci, c'est Les Artilleuses, le vol de la sigillaire. C'est de Pierre Pevel et de Willem, et vous trouvez ça aux éditions Dracou. Alors, peut-être que vous voyez des indices un petit peu sur cette couverture. Donc déjà, Pierre Pevel. Vous savez que je viens de terminer la trilogie du Paris des Merveilles, et je me retrouvais un petit peu, comment dire, orpheline de cet univers-là. Je sais qu'il y a encore le recueil de nouvelles, donc que je n'ai pas encore lu, que j'aime et que je n'ai pas encore lu, que je me réserve, mais il se trouve que il est sorti cette BD-là, donc Les Artilleuses, qui se passe dans l'univers du Paris des Merveilles. Donc je n'allais pas passer à côté, évidemment, d'autant que c'est scénarisé par Pierre Pevel himself, et donc dessiné par Étienne Willem, que je ne connaissais pas, et dont j'ai vraiment beaucoup apprécié le dessin, la plume, et surtout la finesse, et ça foisonne de détails, j'adorais. Bref, nous sommes donc dans le Paris des Merveilles. Si vous connaissez pas, hein, c'est les enchantements d'Ambremer, l'élixir d'oubli, c'est du... J'ai appris donc dans un autre bouquin que je vous présenterai après, c'est du gaslight. C'est ce qu'on appelle, c'est une sous-catégorie du steampunk, donc du gaslight, qui se passe donc dans un Paris de 1911, et c'est un Paris de la Belle Époque qui est un petit peu différent de celui des livres d'histoire, puisque là nous avons carrément des créatures fantastiques, magiques, le petit peuple qui s'est un petit peu installé à Paris, à Paname, et donc nous avons ici des chats ailés, des dragonnets, des créatures, des gnomes, des orques, des fées, etc., des elfes, enfin bref, c'est un Paris un peu repeuplé de créatures fantastiques. Et nous suivons donc dans cette BD, donc c'est un premier tome d'une série, je crois que c'est un diptyque, mais je ne suis pas sûre, je pourrais peut-être vous dire des bêtises. Et nous suivons donc dans ce premier tome Les Artilleuses, donc nous avons Lady Remington qui est ici, c'est Miss Winchester et Mademoiselle Gatling qui sont un trio de choc. Un peu à l'instar de la bande à Bono, etc. De l'époque, donc les Artilleuses sont un trio de jeunes femmes un peu tout feu tout flamme qui sont des spécialistes des hold-up, des mauvais coups pour peu qu'on les paye bien, et donc dans ce tome-ci, elles sont engagées pour voler, donc pour faire un hold-up dans une banque et voler un objet qu'elles n'auraient peut-être pas dû voler. Et elles se retrouvent un petit peu au milieu de bisbilles entre la France et l'Empire allemand. Elles sont confrontées notamment aux brigades du Tigre, aux brigades spéciales qui s'occupent donc de tout ce qui concerne l'outre-monde. En tout cas, elles ont volé ce qu'il ne fallait pas, elles se retrouvent un petit peu dans la mouise, en train de fuir et à être entre les brigades spéciales, les brigades du Tigre qui leur courent après, et de l'autre côté, carrément, les hommes du Kaiser. Donc c'est un trio vraiment, comme je disais, tout feu, tout flamme. L'intrigue est vraiment sur les chapeaux de roue. Ça avance très très vite, au point que ça va vraiment très vite. C'est une BD donc il y a quoi, 48 ou une cinquantaine de pages, pas plus. Ça se lit donc très facilement, très vite, et on est à la fin du bouquin en train de se demander mais quand est-ce que va sortir le tome 2, parce que je veux la suite de cette histoire.
Moi c'est peut-être mon seul regret, c'est que ça se lit trop vite. Et j'ai découvert, comme je vous disais, le trait et le style en fait d'Étienne Willem que je connaissais pas du tout et qui se mélange vraiment excellemment bien avec cette ambiance de Paris du début du XXe siècle. C'est un style qui est vraiment classique franco-belge, je dirais, mais avec beaucoup de détails et ça m'a rappelé voilà plein de choses, du Spirou. Enfin, on est vraiment dans la ligne droite en fait de tout ce qui est BD franco-belge, ce que je n'avais pas lu depuis finalement un peu assez longtemps. En tout cas, ça a été vraiment une super découverte. J'ai tellement adoré que j'ai fait un fan art que je vous mettrai ici parce que franchement, les 3 héroïnes de ce tome-ci, j'ai vraiment kiffé et voilà, et j'ai hâte d'avoir le tome 2, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais vous pouvez être sûr que il fera partie de ma bibliothèque, ça c'est clair. En plus, se retrouver une nouvelle fois dans le Paris des Merveilles sous une nouvelle forme, donc sous une forme plutôt visuelle cette fois-ci, en BD, en dessin, pour moi c'était vraiment nickel et je trouve que c'est un style qui lui va parfaitement bien. Maintenant, je vais vous parler de la trilogie des gemmes de Kerstin Gier, dont nous avons Rouge Rubis, Bleu Saphir et Vert Émeraude. Et vous pouvez trouver ça donc aux éditions Milan. Alors pour la petite histoire, j'ai lu Rouge Rubis, j'ai lu Bleu Saphir et je suis en train de lire Vert Émeraude. J'en suis à quasiment 50% de mon livre numérique. Pour tout vous dire, en fait, j'ai commencé à les lire après avoir regardé les téléfilms. Je me suis enchaîné les téléfilms allemands et donc j'ai vraiment apprécié les téléfilms. Je sentais qu'il y avait des choses qui étaient peut-être pas assez expliquées, qui étaient assez survolées, etc. Donc je me suis dit, surtout après avoir lu Midnight, où j'étais déjà dans du young adulte et du fantastique, je me suis dit, bon bah hop, j'avais vraiment bien aimé, j'avais envie de rester dans cette ambiance-là, même si ça n'a absolument rien à voir. Mais on est quand même ici dans du young adulte et du fantastique SF, puisque là on parle de voyage dans le temps. Et Dieu sait que j'adore cette thématique, les voyages dans le temps, je me rends compte que c'est vraiment une thématique que j'aime de plus en plus entre les séries comme Timeless, comme les Legends of Tomorrow, comme voilà, il y a plein de romans et de films que j'ai vus, enfin La Machine à remonter dans le temps de H.G. Wells, je l'ai lu et j'ai vu aussi certains films. Et donc là, cette trilogie des gemmes, ça parle de quoi? Donc nous suivons une jeune héroïne qui s'appelle Gwendoline Schaeffer qui vit à Londres. C'est une jeune fille de 16 ans qui est quand même de bonne famille puisque sa grand-mère est une aristocrate, même si elle, en fait, son père était un roturier. Donc c'est une jeune fille qui va au lycée, qui a ses habitudes avec sa meilleure amie Leslie, à regarder des films, etc. À écouter de la musique, vraiment l'adolescente lambda. Mais Gwendoline n'est pas non plus dans une famille tout à fait lambda, puisqu'elle fait partie d'une famille dans laquelle il va naître un voyageur du temps. Donc dans cet univers-là, il y a 12 voyageurs du temps qui sont chacun symbolisés par une pierre précieuse. Il n'y a que 12 voyageurs du temps et le dernier né de ce groupe de 12 voyageurs est le Rubis qui est censé être la cousine de Gwendoline, donc Charlotte, et Charlotte a été élevée depuis sa plus tendre enfance pour justement devenir le Rubis. Elle s'est donc préparée au voyage dans le temps à l'aide d'une société secrète qui est à la limite de la secte, un peu bizarre. C'est une société secrète qui a des moyens et qui donc s'occupe des voyageurs du temps au fur et à mesure des décennies et des siècles. Et donc ils attendent que Charlotte développe ses premiers symptômes en fait de voyage dans le temps, sauf que c'est pas Charlotte qui devient voyageuse dans le temps, c'est Gwendoline. Là-dessus, Gwendoline va faire la connaissance de Gideon. Alors je pense qu'on doit dire Gideon. Moi, à chaque fois que je vois Gideon, je pense à Gideon de Criminal Minds, mais ça n'a rien à voir. Donc Gideon, je sais pas trop comment ils disent en anglais, mais en tout cas, donc Gideon, qui est donc Gideon de Villiers, c'est un autre voyageur du temps qui a 2 ans de plus qu'elle, qui est lui le diamant, donc, et lui a un petit peu plus l'habitude des voyages dans le temps, et qui va guider du coup notre petite Gwendoline dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau monde. Donc, nous allons suivre notre petite Gwendoline qui va essayer de naviguer comme ça entre deux eaux, à essayer d'éviter de se faire manipuler, à essayer de faire ce qu'il faut par rapport à ce qu'elle pense être juste et par rapport à ce qu'on lui demande, on sent qu'il y a des choses qui sont qu'on lui dit pas et qu'on veut pas lui dire. Alors donc c'est une petite saga de 3 volumes que je suis encore en train de lire, comme je vous disais, je suis à la fin du 3e tome. Donc j'aurais lu une trilogie en quasiment un mois, ce qui est un peu inédit, je dois dire, même s'ils sont pas non plus
plus ultra long, mais il se lit très très facilement. J'ai trouvé le tome 1 vraiment excellent. Ça met dans l'ambiance, on est vraiment à fond dedans. Le 2, Bleu Saphir, a été un petit peu plus confus pour moi. C'est peut-être aussi le fait que j'avais forcément la comparaison avec le téléfilm, et forcément le téléfilm a fait une adaptation des romans, donc ils n'ont pas tout dit de la même façon, etc. En tout cas, c'est une saga donc fantastique et young adulte autour des voyages dans le temps, qui moi m'a vraiment plu. Même s'il y a des moments, comme je disais, qui sont un petit peu confus, où des fois l'intrigue se perd un peu, j'ai l'impression. Mais en tout cas, c'est toujours mené tambour battant, et je suis fan de la dynamique qu'il y a entre Gwendoline et Gideon, puisqu'il y a évidemment, vu que c'est aussi un young adulte, il y a une petite histoire d'amour qui, moi, me comble totalement. Je suis fan de Gideon, j'irai pas jusque là, mais en tout cas, je les ship à mort. Bref, si vous aimez les sagas, le voyage dans le temps, le young adulte, qui est plutôt cool, je vous conseille donc les bouquins, et je vous conseille aussi les téléfilms. Peut-être que les téléfilms vont un petit peu plus loin. Petite différence d'ailleurs à ce niveau-là entre les bouquins et le téléfilm, donc c'est que dans la relation, dans la petite amourette entre Gwendoline et Gideon, c'est que donc dans le bouquin, il n'est question que de se bécoter, et dans le téléfilm, ils couchent ensemble, donc voilà, la dynamique est peut-être pas tout à fait pareille. Et moi, comme j'ai commencé par regarder les téléfilms avant de lire le bouquin, du coup j'ai trouvé les bouquins un peu plus timorés, mais peut-être que ça va plus parler aux adolescents qui n'ont pas encore passé à l'acte, peut-être. Mais voilà, finalement, pour moi, c'était plus logique qu'ils couchent ensemble. Ils ont 16, 17 ans, quelque chose comme ça. C'est un peu de leur âge, on va dire. C'était la petite aparté sur l'amourette de Gwendoline et Gideon. En tout cas, si vous aimez les voyages dans le temps, le fantastique, les belles robes, si vous aimez aussi une héroïne qui est adolescente mais qui a du caractère, j'ai beaucoup aimé Gwendoline parce qu'elle a du caractère, elle a de la répartie, elle a vraiment, c'est vraiment un personnage que j'ai vu vraiment plein. Elle est pas timorée et en même temps elle est pas relou non plus. Elle est vraiment, j'ai vraiment apprécié ce personnage, et Gideon aussi dans un autre registre où voilà, il est un petit peu perclus de certitude, et en fait il apprend tout au long du bouquin à justement à douter de ce qu'on lui a dit toute sa vie, et à prendre un petit peu à douter, à prendre ses propres décisions par rapport à la situation dans laquelle il est. Bref, c'est une saga que je conseille pour tous ceux qui aiment bien tous ces thèmes-là, et moi en tout cas j'ai hâte de terminer cette saga-là, et pourquoi pas me refaire les téléfilms. Et donc autre bouquin, je dirais plutôt que c'est un essai, c'est ici le guide steampunk d'Étienne Barrier et Arthur Morgan, et c'est aux éditions Helios. Ça faisait longtemps que j'avais vu ce petit guide. J'ai aussi acheté le guide de l'Uchronie que j'ai hâte de lire aussi, puisque si c'est comme ce bouquin là, je pense que ça va me donner plein de bouquins à lire. En gros, ce bouquin est comme son nom l'indique, un guide steampunk pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le steampunk. Perso, je le lis en ce moment puisque mon prochain roman, j'aimerais bien que ce soit du steampunk, et donc je suis en train de potasser ça, de voir un petit peu quels sont les bouquins, quels sont les romans qui ont été faits là-dedans, etc. Qu'est-ce qui a déjà été fait, quels sont les thèmes, etc. Et qu'est-ce que c'est le steampunk. Et l'intérêt de ce bouquin-là, c'est que justement, on a des définitions qui ne sont pas non plus hyper arrêtées. On a surtout des retours et des interviews des auteurs en particulier, notamment ceux qui ont défini le steampunk, mais aussi tous ceux qui en ont écrit par la suite. Et ce qui est chouette, c'est que ça nous donne des centaines et des centaines de titres donc, qui nous sont donnés là-dedans, donc avec un petit résumé du scénario, des commentaires pour voir un petit peu quels sont peut-être l'intérêt de tel ou de tel bouquin, et ça donne des idées de lecture, et ça donne aussi une idée de la diversité de ce qu'est le steampunk, en fait, dont j'avais pas forcément idée, parce que je voyais ça comme un genre qui était pas sclérosé, mais qui était très qui pouvait être similaire de roman en roman, parce que on a l'image que c'est quelque chose qui finalement est très visuel et très superficiel, puisque voilà,
On met un chapeau de forme, des lunettes et des rouages et bam, on a du steampunk. Et en fait, c'est défini de façon complètement différente, même si ça pourrait être du steampunk visuel et du steampunk thématique, on va dire. Et ce sont deux choses différentes et les choses sont pas forcément indépendants l'un de l'autre, quoi. On peut avoir du steampunk visuel sans avoir du steampunk thématique, je dirais. Et donc voilà, c'était un excellent bouquin. Je suis toujours en train d'ailleurs de lire pour avoir des nouvelles idées de lecture, que ce soit francophone ou anglophone, que ce soit aussi au niveau de la BD, au niveau des films, au niveau aussi des cosplayers, puisque comme je disais, c'est un style qui est aussi très très visuel, qui est autour de la fringue, etc. Et ça donne vraiment plein d'idées et de se rendre compte qu'il y a vraiment plein de choses à faire dans ce style-là, et c'est bien ce que j'ai envie de faire. En tout cas, c'est un bouquin que je conseille à tous ceux qui sont de près ou de loin intéressés par le genre, pour déjà comprendre un petit peu ce que c'est, et avoir plein d'idées, comme ça, comme je disais, de nouvelles lectures à venir, et c'est hyper enrichissant, et du coup j'ai hâte de lire l'autre bouquin, donc le guide de l'Uchronie, qui est aussi un autre genre dans lequel j'aimerais bien m'essayer, que j'aime beaucoup lire, et donc le guide, j'aimerais beaucoup aussi le découvrir. Je vous conseille ces deux-là. Je sais qu'il y a aussi un guide de Lovecraft, je crois, que je n'ai pas acheté celui-ci, mais en tout cas, voilà, pour les aficionados du genre, ou ceux qui s'intéressent de près ou de loin à ce genre, je le conseille fortement. Voilà, c'est ici que se termine ce point lecture, qui va être du coup un petit peu long. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser ici, là en dessous. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Là-dessus, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain point lecture. Et en attendant, lisez bien, protégez-vous bien pendant cette période de confinement, protégez les autres évidemment, faites-vous plaisir, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!